En manchette, une étude démontre que les clôtures longeant la route 175 ne sont pas perméables à la petite faune. 10 ans après sa disparition, Caroline Lachance espère toujours retrouver son fils David. Bonsoir, Mesdames, Messieurs, et bienvenue à ce web journal du mercredi 13 février 2019. 900 carcasses de petits animaux ont été dénombrées sur le bord de la route dans le parc des Laurentides durant 4 étés de 2012 à 2015. Selon une étude parue ce matin, la mortalité routière de la petite faune est plus importante aux extrémités des clôtures malgré les nombreuses solutions mises en place lors de l'élargissement de la route 175. Vanessa Primo, par qui a été menée cette étude? Oui, donc en fait, l'équipe est dirigée par le professeur Joshin Jagan, qui est en fait au département de la géographie, de l'urbanisme et de l'environnement de l'Université de Concordia. Également, son étudiante Judith Plante qui a participé à l'étude et celui avec qui je me suis entretenue ce matin, le co-directeur de l'étude et professeur de l'Université de Laval, M. André Desrochers. Quelles sont les mesures mises en place pour améliorer la situation? Oui, donc il faut noter que le parc des Laurentides a été réaménagé en 2012. On est passé de 2 voies à 4 voies. Également, un terre-plein a été installé. À partir de la route, on peut voir de longues clôtures pour empêcher le passage des orignaux, mais également 33 passages à faune inférieure. En fait, il s'agit de tunnels qui ont été aménagés par le ministère de la Faune et jusqu'à maintenant qui sont très bien utilisés. En fait, les petits animaux empruntent ces tunnels pour se rendre de l'autre côté. Et quels sont les résultats concrets de cette étude? Oui, donc en fait, pour l'instant, le taux de mortalité qui était observé le plus élevé, c'est à l'extrémité des clôtures, c'est-à-dire lorsque l'animal se rend à l'extrémité et qu'il n'y a aucun passage, c'est-à-dire aucun tunnel, ni une autre clôture pour l'empêcher d'atteindre la route. C'est à cet endroit, en fait, que le taux de mortalité est le plus haut. On écoute M. André Desrochers à ce sujet. Quand elle arrive auprès de l'autoroute, elle va se buter sur cette petite clôture, puis elle va tourner à gauche ou à droite, évidemment, pour contourner la clôture. Si on est chanceux, elle va tourner du bon bord, c'est-à-dire on va tourner du côté qui va l'amener près du tunnel. Selon M. Jagger, celui qui dirige l'équipe, on devrait rallonger les clôtures pour en fait dissuader les animaux de passer, mais les experts ne s'entendent pas tous à ce sujet. Et serait-ce rentable financièrement si on aménageait de nouvelles clôtures? En fait, il est difficile d'établir si ça serait rentable. Les coûts, évidemment, seraient très élevés et les experts ne sont pas tous en accord à ce sujet. On écoute M. Desrochers à ce sujet. Alors là, la question qui se pose, c'est, on est-tu prêt comme société là, à mettre des millions et des millions pour mettre des ponceaux additionnels pour avoir un retour de moins en moins intéressant sur l'investissement? Là? On peut tous dire on aime les parcs épiques, là, mais en même temps, on a un budget limité. Fait qu'il faut faire la balance entre le parc épique et le budget. Bien que les résultats semblent catastrophiques parmi les articles qu'on peut lire dans les journaux, M. Desrochers a tenu à souligner qu'en fait, ce n'est pas aussi dévastateur qu'on pourrait s'y attendre. Merci, Vanessa. Ça fait plaisir. La Défense nationale s'est portée au secours d'un homme d'une 50aine d'années qui aurait manqué de nourriture pendant 3 semaines. Il souffrait de déshydratation avancée au moment où l'escadron 439 s'est déplacé à sa résidence isolée des Monts-Valin. Il a été transporté en hélicoptère hier à l'hôpital de Chicoutimi vers 22 heures. Une forte collision entre 2 véhicules a eu lieu cet après-midi sur le boulevard du Saguenay, entre la chocolaterie Lulu et le motel Panoramique. La route a été fermée environ 30 minutes. Elle est maintenant ouverte. Seulement une personne a été blessée. Au total, aujourd'hui, il y a eu une dizaine d'accidents sur le territoire de la ville de Saguenay. David Fortin, le jeune Almatois disparu depuis le 10 février 2009, est à ce jour encore recherché. Triste 10e anniversaire, sa famille est toujours sans nouvelles et la maman de David, Caroline Lachance, garde l'espoir de le retrouver. Charles Camiran l'a rencontré à son domicile. Depuis déjà 10 ans, les recherches sur la disparition subite de David Fortin continuent toujours. Cela permet à sa maman de garder l'espoir de le revoir vivant en haleine. Ce qui est encourageant, c'est que les enquêteurs au dossier sont toujours intéressés à valider l'information, à essayer de retrouver David. À chaque fois que le mois de février arrive, les mauvais souvenirs et les médias se bousculent pour Caroline Lachance. La mère de David Fortin pense à son fils tous les jours. C'est difficile, c'est épuisant.
Et parce que là, on se remémore encore plus à telle heure, tu sais, telle journée, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a vu, À sa fête également, c'est une période où, tu sais, c'est plus difficile. À Noël également, la fête des pères, la fête des mères, tu sais, quand on a quelque chose à souligner, bien, c'est là que c'est plus difficile. Pour garder cette flamme de l'espoir, la spiritualité est un moyen utilisé par cette résidente d'Alma. C'est ce qui m'a sauvée, je pense, d'être croyante, d'aller à l'église. Et j'espère que David, en tout cas, il n'y a rien qui... Tout est bon, tu sais, pour essayer de garder espoir. Malgré cette épreuve tragique, la famille est plus que jamais soudée. David sera avec nous autres, ben notre bonheur sera encore meilleur, sera complet. Parce que il nous manque un morceau qui nous appartient. Tu sais, c'est notre chair, c'est notre sang. Et de ne pas savoir où est David, puis que c'est terrible de vivre avec ça. Charles Camiran, ATM Nouvelles, Alma. Le marathonariat collectif 2019 a doublé en participation. Cette expérience intensive permettra aux étudiants collégiaux et universitaires de développer leurs idées d'entrepreneuriat. Ce sont 100 étudiants des 4 cégeps du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l'UQAC qui participeront à l'événement qui se déroulera vendredi et samedi prochain. Anne-Laurie Asselin, pourquoi avoir créé une expérience aussi intense? Eh bien, d'abord, Michel, il faut savoir que les participants devront travailler toute la nuit pour présenter un projet en matinée. Donc, déjà en soi, c'est tout un défi, mais ils auront bien sûr accès à beaucoup d'outils, ordinateurs, tablettes seront mises à leur disposition. Il faut savoir également qu'il y aura un travail d'équipe qui sera mis aussi pendant ce projet-là. Donc, ils vont travailler en collaboration avec des personnes qu'ils ne connaissent pas. On écoute la responsable en communication, Marilyn Villeneuve, qui nous explique d'où vient ce projet. En fait, on s'est basé un peu sur ce qui s'appelle les Startup Weekends, qui se passent ailleurs. Nous, on a décidé de le faire à la saveur régionale. Et le 24 heures, c'est vraiment pour le faire d'une façon intensive. Quel est le but de ce concours? Eh bien, c'est d'éveiller en l'entrepreneuriat, donc de montrer que c'est un domaine qui est accessible ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean comme ailleurs et que c'est possible de percer, de fonder sa propre entreprise. C'est également pour donner aux étudiants différents contacts dans le milieu puisque pendant tout le 24 heures, il y aura différents coachs du milieu qui seront là pour les outiller et leur donner tout plein de conseils. On écoute Marilyn. Parce qu'il y a des gens, vraiment, il y a des étudiants qui se sont inscrits puis ils veulent vraiment faire évoluer leur idée d'affaires, donc pour après poursuivre dans le même projet. Comment va se dérouler l'expérience des étudiants durant ces 24 heures? Eh bien, Michel, ils vont passer par toutes les étapes du démarrage d'une entreprise. Donc, en commençant d'abord par le pitch devant tous les coéquipiers, ensuite la formation d'une équipe entrepreneuriale et ensuite, ce sera vraiment tout le plan d'affaires d'un projet entrepreneurial avec, bien sûr, une trousse d'outils qui va être mise à leur disposition. Juste avant de faire le pitch final le samedi matin en matinée, ils vont également parler avec des mentors qui vont vraiment voir avec eux si leur idée est la meilleure et comment clarifier certains points. Merci Anne-Laurie. Ça m'a fait plaisir. Avec la pénurie de main-d'œuvre, les organisateurs de la 40e édition du Salon de l'emploi de l'Université du Québec à Chicoutimi ont dû adapter leur approche auprès des chercheurs d'emploi. Une 60aine de recruteurs ont été sur place afin de rencontrer des étudiants et des gens du public. Un reportage de Molly Belland. Les quelques 130 recruteurs ont tenté de séduire les chercheurs d'emploi tout au long de la 40e édition du Salon de l'emploi pour combler 1 millier de postes dans plusieurs entreprises. Les secteurs d'éducation, de santé, d'informatique, d'ingénierie et d'administration ont accumulé les curriculums vitae toute la journée. Le but, faire connaître la valeur et la qualité des diplômés de l'UQAC auprès des entreprises présentes au salon. Il est également important pour l'agent de liaison à l'UQAC, Samuel Taillon, d'offrir aux chercheurs d'emploi une opportunité concrète de rencontrer des employeurs dans leur champ d'études. D'habitude, les conférences, c'est toujours l'entreprise est sur le stage avec le micro et parle à des chercheurs d'emploi dans la salle. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est les chercheurs d'emploi, les étudiants qui vont être sur le stage et les recruteurs vont être dans la foule et les étudiants vont parler de qu'est-ce qui, pour eux,
est important quand tu cherches une première entreprise où aller travailler. De cette façon, M. Taillon croit qu'il enlève une certaine pression qui pesait sur les épaules des étudiants qui devaient autrefois se prouver aux employeurs. En changeant la formule de la rencontre, l'étudiant est plus conscient de sa valeur et impliqué dans la recherche d'emploi. Près de la moitié des entreprises exposées provenaient de l'extérieur de la région, mais certaines sont venues pour tenter de garder la main-d'œuvre ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est le cas notamment de la Banque Royale, qui est également le principal partenaire du Salon de l'emploi. Moi, je suis moi-même une diplômée de l'UQAC, donc c'est super important pour moi de venir dans mon milieu, recruter des gens qui ont étudié aussi à l'UQAC puis qui ont le désir de bâtir une carrière en région, finalement. Rencontrer le plus de gens possible, essayer d'amasser des CV. On a même notre recruteur qui peut passer des entrevues là, aux besoins sur place. Chaque année, l'événement prend de plus en plus d'ampleur. Ces 64 kiosques sont ici présentement au Salon de l'emploi de l'Université du Québec à Chicoutimi. Et l'an prochain, on s'attend peut-être à une expansion de la salle pour combler la demande des entreprises. Molly Bélan, ATM Nouvelles, Saguenay. Changement à la direction du quotidien et du progrès. Le président et éditeur Michel Simard prend sa retraite après plus de 41 ans de carrière dans le monde des médias. Son départ mène à une réorganisation de la direction des deux journaux. Denis Bouchard sera dorénavant directeur général, en plus de remplir la fonction de rédacteur en chef et d'éditeur adjoint. Du côté économique, la mairesse de Saguenay, Josée Néron, et le préfet de la MRC Saguenay-Lac-Saint-Jean-Est, André Paradis, ont passé 2 jours à Chibougamau comme représentants de l'organisme Développement économique 02. L'objectif était de tisser des liens entre les deux communautés d'affaires et de discuter des différents enjeux économiques et politiques. La mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, s'est dite ravie de présenter le savoir-faire d'entreprises de son coin de pays qui ont des relations d'affaires avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean. En pleine tourmente dans le dossier de SNC-Lavalin concernant les ingérences politiques, le premier ministre Justin Trudeau a reçu la démission de sa ministre des Anciens combattants et ex-ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould. À quelques mois des élections fédérales, les conséquences pourraient être importantes pour le parti de Justin Trudeau. Ma collègue Gabrielle Poulain s'est entretenue avec l'enseignant en actualité au Cégep de Jonquière, Éric Arsenault. Bonjour, M. Arsenault. Bonjour. Qui exactement était Jody Wilson-Raybould et quel était son rôle au sein du gouvernement? Elle jouait un rôle très important au sein du gouvernement. Il faut dire d'abord que c'était une ancienne chef autochtone. C'est une femme, parce qu'elle est amérindienne. C'est une femme. C'est également une jeune. Et c'était l'une des candidates vedettes de Justin Trudeau lors de l'élection de 2015. C'est la raison pour laquelle on lui avait confié des fonctions importantes. Ministre de la Justice, qui est en même temps procureur général du Canada. Elle avait donc des fonctions très importantes. Et ça avait été vu comme une espèce de candidate vedette. Justin Trudeau avait beaucoup misé sur cette femme-là pour donner un peu plus d'envergure à son cabinet. D'ailleurs, le Globe and Mail a publié la semaine dernière quelque chose en lien avec une ingérence politique qui serait passée au sein de SNC-Lavalin. C'était quoi exactement? Exactement. C'est une histoire un petit peu complexe qui remonte au début des années 2000-2010. SNC-Lavalin fait face actuellement à un procès au Canada pour des histoires de fraude et de corruption qui sont produites en Libye. Grosso modo, on aurait versé des millions de dollars à des dirigeants libyens pour tenter d'obtenir des contrats, ce qui est évidemment illégal. Actuellement, SNC-Lavalin est en procès ici au Canada. Et c'est un enjeu de taille parce que s'il fallait que SNC-Lavalin soit condamné, ça pourrait signifier que l'entreprise va être pendant 10 ans exclue de toute possibilité de répondre à des appels d'offres, tant du gouvernement fédéral, des gouvernements des provinces, et ça pourrait grandement hypothéquer les activités de cette entreprise-là à l'échelle internationale. Or, il existe au Canada une loi, c'est quand même récent, qui permet justement à des entreprises qui sont poursuivies de cette façon-là d'éviter un procès en échange d'une indemnité puis de changement dans sa gouvernance. Et il semble, et c'est les révélations qui ont été faites, qu'on aurait fait pression sur Madame la ministre de façon à ce que SNC-Lavalin évite un procès et profite donc d'un espèce d'accord d'immunité, ce qui semble pas avoir été concluant puisque le procès est toujours en cours. Mm-hmm. Pour retourner à Mme Wilson-Raybould, elle a passé du ministre de la Justice à celui des Anciens combattants. Pourquoi exactement? Bien, on pense que c'est effectivement par représailles, puisque le bureau du premier ministre lui avait demandé d'intervenir pour tenter de mettre fin au procès et qu'elle aurait visiblement refusé de le faire. Il y a de cela un mois, il a été rétrogradé parce que c'est une rétrogradation du ministère de la Justice au ministère
ministère des Anciens combattants. Et c'est intéressant parce qu'à l'époque, elle avait, dans un petit communiqué émis après ça, dit qu'elle concevait le rôle de procureur général, de ministre de la Justice, comme étant un rôle indépendant qui devait être à l'abri des pressions politiques. On ne comprenait pas trop bien à l'époque pourquoi elle avait fait cette déclaration-là, mais sachant ce qui s'est passé maintenant, on comprend plus que probablement que c'est par manque de loyauté que Justin Trudeau a décidé de la déplacer dans un autre ministère moins important. Et justement, selon vous, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact pour les élections qui s'en viennent en octobre prochain? Bien, moi, j'estime que c'est un boulet que Justin Trudeau risque de traîner longtemps parce que l'histoire est loin d'être terminée. Mme Wilson-Raybould a demandé à ce que le secret qui la contraint à ne pas parler de ses activités communistes soit levé, de façon à ce qu'il puisse révéler le fond de l'affaire dans cette histoire-là. Le commissaire à l'éthique enquête là-dessus. Les partis d'opposition, c'est une bénédiction pour eux. Ils tapent sur la tête du gouvernement et il y a fort à parier que ça va continuer pour encore un bon bout de temps. J'ai l'impression que ça va comme un boulet, alourdir la marche du gouvernement Trudeau vers les élections de l'automne. On sait aussi que Mme Wilson-Raybould joue un rôle important en tant qu'intermédiaire entre le Canada et la communauté autochtone. Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec sa démission, justement? Je ne sais pas si ça peut avoir un lien, mais ça va certainement avoir des impacts parce qu'elle était vue comme quelqu'un de très respecté au sein des milieux autochtones. C'était l'espèce de pont entre le gouvernement Trudeau et les nations autochtones. Et on a entendu au cours des dernières heures, suivant sa démission, des chefs autochtones dire qu'elle avait été victime de discrimination, que dans le fond, c'était un règlement de compte politique. Ça pourrait avoir des conséquences dans les relations entre le gouvernement Trudeau et les communautés autochtones. Oui, et qu'est-ce qu'on peut anticiper pour SNC-Lavalin prochainement? Bien, à partir du moment où le procès va se mettre en marche, je veux dire, c'est l'avenir même de cette entreprise-là qui est en jeu. S'il fallait que l'entreprise soit condamnée et soit donc de facto exclue de tous les appels d'offres publics, c'est peut-être, certains disent, la fin pour cette grande entreprise d'ingénierie qui est un des fleurons du Québec Inc. On parle de 50 000 employés à travers le monde. C'est gros et ça rayonne partout. Si jamais SNC-Lavalin devait être condamné, ne peut pas profiter de ce programme de rémission de peine, disons ça comme ça, ça pourrait peut-être signifier la fin de cette entreprise-là. Parfait. Je vous remercie beaucoup, M. Arsenault. Plaisir. Je m'entretenais donc avec Éric Arsenault, enseignant en actualité au Cégep de Jonquière. Le sportif Pierre Lavoie salue la décision du gouvernement du Québec d'offrir 2 récréations de 20 minutes pour tous les élèves du primaire dès l'automne prochain. On l'écoute à ce sujet. Bien, c'est une nouvelle rafraîchissante quand le ministre décide d'imposer une récréation de 20 minutes 2 fois par jour. Donc, on atteint 40 minutes à ce moment-là. Donc, on s'approche de la norme. Donc, l'Organisation mondiale de la santé nous confirme qu'un enfant doit bouger minimalement 1 heure par jour tous les jours. Les Saguenayens de Chicoutimi sont assurés d'une place en série éliminatoire en raison de la défaite du Titan d'Acadie Bathurst face aux Mooseheads d'Halifax lundi. La troupe de Yannick Jean entamera donc le dernier droit de sa saison en tentant d'entrer en série en confiance le mois prochain. Gabriel Duhamel, quelle est la réaction générale à la suite de cette confirmation? Bien, Michel, la nouvelle a quand même été bien reçue par les Saguenayens, les joueurs, les entraîneurs, sauf qu'on doit dire qu'on s'en attendait dès le début de la saison que les Saguenayens fassent les séries éliminatoires parce que dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il y a 16 équipes sur 18 qui participent au match du printemps. Donc, ça fait en sorte que, à part si l'équipe a liquidé la majorité des meilleurs joueurs de l'équipe pendant la période des transactions, autrement, toutes les équipes font les séries éliminatoires. Donc, du côté des Saguenayens, évidemment, on s'en attendait. Notamment, Jérémy Groslot, le défenseur de l'équipe, mentionnait que dès les premières semaines de la saison, c'était pas mal quelque chose qui était assuré de faire les séries éliminatoires. Tandis que Yannick Jean, bien, sans parler de classement, lui, il appréhende le premier tour des séries éliminatoires qui sera le mois prochain et les Saguenayens qui risquent de croiser le fer avec une très bonne équipe. Mais malgré tout, ils ont perdu leur dernière partie. Mais comment expliquer ces récents insuccès? Oui, et même leurs 4 derniers matchs qu'ils ont perdus, Michel. Et effectivement, ça peut sembler bizarre parce qu'il y a à peine quelques semaines, les Saguenayens sont allés remporter 7 victoires de suite, notamment avec des gains dans les Maritimes. Yannick Jean explique davantage cette séquence de défaites par les blessés chez les Sags. Il y a Hendrix Lapierre, notamment leur joueur recru, qui est blessé, notamment les suspensions à Jérémy Diot et Liam Murphy, qui ont purgé leur match de suspension dernièrement. Et l'équipe, malgré cette séquence de défaites, bien, garde le cap sur le futur, sur ce qui s'en vient. Et justement, bien, je vous ai préparé un reportage à ce sujet. La défaite de 2-0 des Saguenayens vendredi face aux Tigres venait continuer une séquence qui arrive à un bien mauvais moment pour l'équipe. Mais pour Yannick Jean, pas question de peser sur le bouton panique. On veut que notre équipe progresse. C'est plus difficile en ce moment. On vit une période un petit peu plus difficile. Il faut trouver des moyens qu'il y en apporte encore plus, étant donné justement qu'on est à effectif réduit.
Pendant la dernière séquence, les Sags ont joué 2 fois face à un possible adversaire en première ronde des séries, l'Océanique de Rimouski. Et de pouvoir jouer contre des équipes comme ça, justement des grosses équipes de classement qu'on risque de jouer contre à la fin de la saison, ça fait du bien aussi. C'est un peu une préparation justement pour ça. Puis là, on va devoir faire nos preuves justement pour le restant de la saison. Puis après ça, c'est une autre page, là, les séries éliminatoires. Fait on verra qui est rendu là. L'objectif est clair pour cette nouvelle page. On veut également un club qui, nonobstant de l'adversaire, va foncer. D'abord et avant tout, les Saguenayens seront demain au centre Gervais-Auto de Shawinigan pour y affronter les Cataractes. Alexis Schenk sera le gardien de but devant le filet des Saguenayens. Gabriel Duhamel, ATM Nouvelles. 2 comédiens seuls sur scène, entourés de multiples objets qui prennent vie lorsqu'on les touche et qui les font voyager dans leur univers de soit 60 enfants. C'est ce que propose le théâtre de la Tortue Noire avec le spectacle Petit cercle de craie à la bibliothèque de Jonquière. Anne-Sophie Gravel, de quoi traite cette pièce? Eh bien, tout d'abord, cette pièce est une adaptation d'un conte de Bertolt Brecht. C'est l'histoire de Groucha, une servante du gouverneur Abashvili. En fait, le gouverneur est un mauvais gouverneur et il y a une révolution. Il se fait tuer par les révolutionnaires. Malheureusement, ce gouverneur-là a un fils qui se nomme Michel. Et Michel se retrouve à la merci des révolutionnaires. Et c'est là que Groucha rentre en scène. Elle décide de le sauver et se sauve avec l'enfant. Elle se fait poursuivre par les révolutionnaires. Donc, c'est vraiment une histoire d'amour maternel, mais aussi de bravoure et de confort. C'est vraiment des leçons qui ont encore des échos aujourd'hui, selon Christian Ouellet. Groucha a choisi absolument pas le confort et ça nous tire un peu peut-être du cynisme qu'on a des fois ou de vouloir, on laisse faire puis on baisse les bras, alors que, cette pièce-là, elle est pleine de drame, mais elle est aussi pleine de tendresse, de bonté, de musique. Et pourquoi avoir choisi le théâtre d'objets pour faire vivre cette histoire? Eh bien, tout simplement parce que le théâtre de la Tortue Noire est spécialisé dans le théâtre d'objets, mais surtout parce que ça leur permet d'aller ailleurs, puisqu'ils peuvent changer les perspectives. Parfois, les personnages seront les comédiens, mais parfois, ce sera de tout petits personnages en plastique. Donc, vraiment, ça permet de changer les grandeurs sur la scène et de vraiment faire vivre tous ces personnages. Et ça permet aussi d'utiliser l'imagination et la créativité. Et pourquoi avoir choisi la formule de représentation scolaire? Eh bien, tout simplement parce qu'ils trouvaient que c'était des thèmes qui parlaient bien aux jeunes. Donc, tout d'abord, ils ont des discussions en classe avec une médiatrice culturelle pour discuter des thèmes du spectacle. Et ensuite, à la fin du spectacle, les comédiens sont toujours ouverts à répondre aux questions des jeunes. Mais la pièce n'a pas été créée avec cette formule, comme l'explique Sarah Moisan. Au départ, on l'a conçu vraiment pour du tout public, donc à la fois des jeunes, mais aussi des adultes. Et c'est par la suite qu'on a décidé de le présenter vraiment en représentation scolaire parce qu'on a vu que ça fonctionnait bien avec les jeunes aussi. Le théâtre d'objets aussi les rejoint beaucoup par le côté imaginatif, créatif. Les représentations continuent à la Bibliothèque de Jonquière jusqu'au 18 février. Merci Anne-Sophie. Ça fait plaisir. Le roman Billy Dickey est disponible en librairie dès aujourd'hui. Le récit écrit par Sonia Perron est basé sur les témoignages qu'elle a reçus dans sa carrière de journaliste lors de ses différentes visites chez les Premières Nations. Mon collègue Cédric Ouellet l'a rencontré. Sonia Perron, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Vous avez écrit le livre, vous êtes l'auteur du livre Billy Dickey. C'est un livre qui, l'histoire prend place en 1945 dans un pensionnat autochtone au nord de l'Ontario. 15 ans plus tard, en 1970, il est temps de dénoncer l'atrocité qu'a vue celui qui est bon. C'est quoi, racontez-nous un peu, c'est quoi Billy Dickey? OK, en fait, Billy Dickey, c'est le nom d'un enfant. C'est le surnom, si on peut dire, ou son premier nom qu'on lui a donné, que sa maman lui avait donné. En fait, c'est l'histoire de 2 enfants. Puis c'est peut-être l'histoire de bien des enfants sur la Terre, malheureusement, qui sont confiés à des gens, puis on dit on va s'en occuper et tout va bien. C'était un peu comme ça. Puis à l'époque des pensionnats autochtones, ce qu'il fallait savoir, c'est que les enfants, en plus, étaient retirés des parents volontairement. Ils devenaient comme la propriété de l'État. C'était vraiment légal, là, tout ça. Et les parents étaient obligés de signer un papier, sinon il n'y avait pas les sous à la réserve. Il y avait beaucoup de contraintes qui étaient imaginées. Et ils partaient, des fois, c'était très agressif, ils venaient chercher comme les enfants en camion et tout. Et un homme m'a raconté, au début des années 80, peut-être 94, 95, j'étais journaliste à l'époque pour une émission qui s'appelait Nation, qui
on parlait enfin des peuples autochtones. En tout cas, moi, c'était la première fois que je travaillais là-dessus. Et puis, je me suis retrouvée dans la réserve et un homme, après plusieurs jours de travail, à échanger, à avoir du plaisir, m'a donné une lettre qui racontait son histoire. Et il m'a dit, lis-la plus tard, puis il faut que tu en parles, Sonia. Personne ne connaît ça. Et là, c'était comme une bougie d'allumage. Je suis revenue, j'ai fait des reportages sur les pensionnats, parce qu'à l'époque, mon outil, c'était de faire la télévision. Je suis allée à la radio, j'ai continué, j'ai souvent fait des reportages là-dessus. Et j'ai connu beaucoup de gens extraordinaires avec toute cette recherche-là. Mais j'ai fait une recherche aussi très poussée dans la documentation de la GRC, de la Commission royale des peuples autochtones, tout le chapitre sur les pensionnats. Fait que les données que je donne, c'est pas au hasard, c'est vrai. Justement, vous avez fait beaucoup de recherches, Oui, vous avez entendu énormément. beaucoup de témoignages. Oui, Est-ce que c'est énormément. important pour vous de partager cette réalité-là? Je veux que les gens connaissent ça pour qu'ils comprennent mieux qui sont nos copains qui vivent à côté, qui sont les Autochtones de Mashtouiatch et tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens ont passé. Imaginez-vous, là, un village, OK? Tout un petit village. Là, il y a plein d'enfants qui courent, des mamans, des papas, toute la vie des chiens. Puis bon. Et en nous, on vient chercher tous les enfants de la réserve. Tous les jeunes de 7 ans, des fois c'était 5 ans, ça dépendait, bon, jusqu'à 14 ans, je pense. Alors, vous vous imaginez, là, il n'y a plus de bruit dans la réserve, il n'y a plus de chants, il n'y a plus d'enfants à s'occuper. Les gens étaient désœuvrés. Et le pire, c'est que quand les enfants revenaient, parce qu'ils n'avaient pas le droit de parler leur langue, bien là, ils n'étaient plus capables de parler avec leurs parents. Fait qu'il y a eu un gros, gros choc des générations, un choc des parents qui voulaient tout leur donner parce qu'il y avait misère à communiquer avec les enfants. C'était des relations complexes. Alors, si on ne comprend pas cette partie-là de notre histoire, je pense qu'on ne peut pas dire vraiment qu'on connaît les Autochtones parce que c'est partout au pays. C'est incroyable. Là. Il y en a eu jusqu'à 186 au pays, là, si je ne me trompe pas dans mes chiffres, là, mais c'est énorme. Et pourquoi avoir choisi Billy Dickey? C'est quand même un nom spécial, peut-être? Ben, je ne sais pas comment ça se fait dans ma tête. Il y a eu une petite étincelle. Je ne veux pas trop le dire parce qu'il y a un punch dans la deuxième partie. Je l'ai dit plus tôt, puis je me suis fait disputer. Alors, pour ceux qui le verront, vont voir, c'est vraiment le nom que la mère, l'amérindienne, avait donné à son petit au départ. Et votre récit est une fiction qui est très près de la réalité. Pourquoi avoir choisi de l'écrire sous la forme d'un roman? Je ne sais pas. J'ai fait beaucoup de reportages télé là-dessus, un peu, à travers ma carrière, un peu aussi à la radio. Et probablement, je suis un bout de ma vie où c'est un petit peu plus difficile, mon corps et tout. Alors, je me suis mis à l'écriture, puis à la recherche. Et puis, j'ai raconté d'une autre façon, parce que c'est toujours raconter une histoire, que ce soit la télé, la radio, le web, peu importe, on raconte une histoire. Et je voulais raconter cette histoire qui était comme toute là dedans de moi depuis des années. Et puis, j'ai pris le temps, plusieurs années. C'est long parce que c'est pas toujours facile à écrire, il faut réfléchir, il y a beaucoup, beaucoup plus de réflexion et de recherche aussi. Faire des tableaux pour que les dates fonctionnent. Puis là, c'est le bon, ça prend tant de temps pour se rendre là, ça marche-tu? Là, vérifie, appelle la dame de CA Québec, ça se fait-tu de tel bout des États-Unis jusque-là par le 66? Alors, c'est plein de choses comme ça. Puis c'est toujours des portes qui s'ouvrent. C'est la curiosité. Alors, oups, tu découvres quelque chose. Oups! C'était votre premier roman. Est-ce que vous avez eu des difficultés là, à l'écrire ou ça s'est vraiment bien passé? J'ai écrit des scénarios, souvent en documentaire. Ça reste du documentaire, mais c'est quand même de la scénarisation. Je ne sais pas, j'ai toujours écrit un peu parce que comme réalisateur, tu écris sur les sites web, tu valides des textes. Fait que j'ai toujours travaillé avec l'écriture. J'aime écrire. Puis, j'ai jamais pensé être auteur, non, sûrement pas. Mais quand cette histoire-là a commencé à venir au monde, ben elle a pris cette forme-là. Puis, il y en a eu qui m'ont encouragée pour continuer. J'ai un ami, en tout cas, celui que j'appelle mon mentor, Jean Tourangeau. Eh bien, lui, il m'a dit, c'est bon ce que tu fais, continue. Alors, c'est comme ça. Puis, vous avez, comment c'est fait? Vous êtes avec l'éditeur Fidesz, puis comment ça s'est fait un peu le premier contact? Là? OK, parce que quand on fait des envois de scénarios, de romans, j'ai fait mon premier envoi il y a à peu près 3 ans. J'avais envoyé 6 livres et je sais que ça a l'air un peu fou, mais je n'avais pas mis mes coordonnées. Mon nom, c'est tout. Pas de courriel, pas de téléphone, pas d'adresse. J'ai eu 2 retours. Probablement qu'il avait gardé l'enveloppe. Et c'était 2 noms. Bon, là, tu fais OK, puis là, pas de retour. T'attends, ils disent c'est 6 mois, moi, toujours pas de retour. Alors, c'est là que j'ai fouillé un peu puis j'ai compris ce que j'avais fait. Et ça m'a donné l'énergie de retravailler tout cet hiver-là. Là, j'étais là. Moi, j'aime beaucoup. J'en enlève plus qu'en ajouter. C'est vraiment la précision, aller toujours. Alors donc, c'est comme ça que...
Le lancement officiel est prévu jeudi prochain, le 21 Oui. février, à la bibliothèque Oui. d'Arvida. Oui. Il y a déjà des livres qui sont disponibles en librairie. Bien là, ce que j'ai su tout à l'heure par le monsieur du bouquiniste, je sais que lui, il attend sa boîte aujourd'hui parce que là, le temps n'est pas très bon. Très beau, oui. Logiquement, il est en librairie le 15 février, donc vendredi, sur les tablettes, parce qu'il faut donner le temps au libraire, parce qu'il est dans toutes les librairies. Rapidement, madame. Oui, oui. Alors, merci beaucoup et on vous souhaite bonne chance avec votre livre. Je m'entretenais avec Sonia Perron, l'auteur du livre Billy Dickey. Merci. En raison des fortes rafales de vent et des avertissements de poudrerie, la rue des Mélèzes dans le secteur Chipicha est complètement fermée. Dans le secteur d'Arvida, la rue Mathias et le chemin Saint-Abel ainsi que le chemin Saint-Isidore à la Terrière sont dégagés. À la météo, Anthony Toupin, plusieurs centimètres sont tombés dans la journée. Alors oui, Michel, comme on peut le constater, il ne fait vraiment pas beau à Saguenay présentement. Il y a beaucoup de neige qui a tombé au cours de la journée. Présentement, il fait -9 à Saguenay, mais ce soir, il risque de faire un peu plus froid. -16 degrés est prévu là, dans la région. Demain, mettez votre cadran de bonne heure parce qu'il risque d'y avoir du soleil tôt en matinée. Il annonce -8 degrés demain à Saguenay. Voilà ce qui met fin à ce web journal. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.